Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré au décryptage de l'actualité par excellence sur nos antennes avec un invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Abdoulaye Soma, député à l'Assemblée législative de transition, président du parti Soleil d'Avenir. Il était candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina avec 1,41% des suffrages. Il a parlé de désastre électoral en son temps. On reviendra sur tout cela dans cette émission. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment va Abdoulaye Soma? Ça fait plus d'une année que vous n'êtes pas sorti sur les médias. Pourquoi ce silence? Cher Ismaël, avant tout propos, bien sûr, allez-y. Je sais que vous vous associerez à moi pour que nous ayons une pensée pieuse à l'égard de nos concitoyennes et concitoyens qui souffrent de la situation actuelle, des crises sécuritaires et humanitaires, et avoir une pensée pour le repos des âmes tombées, pour la défense de la patrie, qu'il s'agisse de forces de l'ordre, de FDS, de VDP ou de populations civiles. Également souhaiter prompt rétablissement à ceux qui ont été affectés dans leur intégrité physique, donc les blessés. Nous devons avoir cette pensée patriotique parce que la défense de la nation n'a pas de prix. Je voudrais également, comme nous sommes dans un mois de jeûne, croiser parce que aussi bien les chrétiens, les catholiques et les musulmans sont en période de pénitence. Et moi-même je suis musulman, je suis en carême. Et je dis ça parce que tous ceux qui font le jeûne actuellement, certainement ils font le jeûne pour leur rapport avec Dieu, pour leur propre sort, mais il y en a beaucoup qui prient aussi en même temps pour le sort de la nation. Et je pense que c'est quelque chose à encourager parce que dans la situation actuelle en tant que croyant, je crois que c'est Dieu qui pourra faciliter le fait qu'on puisse se sortir de cette situation très difficile, ou en tout cas nous devons rechercher son secours et son concours. Ceci étant, ça fait effectivement un certain temps que j'ai évité consciencieusement. Évité, hein? Oui, j'ai évité de parler parce que je n'aime pas parler quand je n'ai pas de visibilité et j'ai des lisibilités sur la situation. Je n'aime pas parler quand je n'ai pas quelque chose de substantiel à dire. J'aime que ma parole puisse être utile. C'est pourquoi, pour beaucoup de raisons, j'ai évité, j'ai décliné un certain nombre d'offres d'interview depuis plus d'une année. Mais je pense que... C'est le retour sur le plateau sur Burkina Info. Ça fait plaisir de vous recevoir. Mais vous êtes un ami. C'est gentil, merci. Alors, je voudrais bien entendu qu'on commence par un élément important. Vous avez commencé par saluer la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées, civiles comme FDS, dans cette difficile guerre dans laquelle nous sommes. Professeur Soma, c'est la guerre, l'insécurité qui a occasionné, selon les premiers mots prononcés pour le premier coup d'État du 24 janvier 2022. Est-ce que vous pensez que l'insécurité peut justifier la fin des régimes démocratiquement élus dans un pays? Pour le principe, non. Mais l'avènement d'un coup d'État dans un État démocratique qui est encadré par une constitution, je pense qu'on est unanime à dire que c'est une anomalie. Personne n'est là à intégrer l'avènement d'un coup d'État dans le fonctionnement normal d'un État. Donc les acteurs de coup d'État, lorsqu'ils perpètrent le fait, ils essaient de trouver des accroches et des explications patriotiques, populaires, démocratiques, même constitutionnelles. Donc en fait, nous partageons ensemble les mêmes valeurs. Les valeurs de la patrie, les valeurs de la République, les valeurs du respect du droit, les valeurs du respect de la démocratie. Nous partageons ces valeurs. C'est pourquoi, même quand quelqu'un fait un coup d'État, dans son discours, il essaie de justifier dans le cadre des valeurs démocratiques, dans le cadre des valeurs républicaines, dans le cadre des valeurs patriotiques, son fait. Donc, ce qui fait que ces valeurs sont une constante. Et quand j'ai écouté les discours,
aussi bien dans le contexte de Damiba que dans le contexte de Traoré. J'ai vu qu'ils ont essayé de fonder leur acte sur la population. La population, en fait, c'est la source de la démocratie. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais c'est ce qui est fait. Est-ce que vous, Ablaye Souma, vous êtes pushiste, pro-pushiste ou vraiment anti-pushiste? Non, personne ne peut être pro-pushiste parce que... Il y a des gens qui trouvent que le coup d'État c'est bien dans une nation quand ça ne va pas. Oui, vous voyez, quand on dit quand ça ne va pas, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, personne n'intègre d'office le coup d'État dans la gestion d'un pays. Maintenant, un coup d'État peut arriver dans des circonstances, pour des raisons qu'on peut approuver ou désapprouver. Mais est-ce que c'est ça qui fait... Il y a eu le 24 janvier, il y a eu le 30 septembre 2022, 2 coups d'État en une année au Burkina. Vous, est-ce que vous avez trouvé que c'était opportun de faire des coups d'État? Moi, j'étais dans l'opposition au temps de Roch Kaboré, président Kaboré. On a interpellé sur la nécessité d'une certaine réorientation de la gestion du pays pour faire face à la crise sécuritaire. Nous n'avons malheureusement pas été entendus ou pas été entendus à temps. Donc, ce qui fait que les militaires, les FDS qui sont sur le front, qui subissent au premier plan les fouets de cette insécurité, ont, dit-il, pris leurs responsabilités. Évidemment, moi, je me suis exprimé officiellement à l'issue de ce coup d'État, en disant que, en tant que constitutionnaliste, en tant que démocrate, républicain, je ne peux pas d'office saluer un coup d'État, mais je me sens en responsabilité d'être obligé d'accompagner les autorités qui sont déjà là. Parce obligé. Pas obligé, c'est un choix. C'est comme ça que je me suis exprimé, parce que l'avènement du coup d'État, on n'y était pas associé. Mais le coup d'État, maintenant, devient comme un fait avec lequel il faut composer. Alors, quand quelqu'un fait son coup d'État et ne vous a pas associé, il prend les rênes du pays. Il faut composer avec la nouvelle situation. Soit on tourne dos au pays en ce moment, parce que la personne tient déjà les rênes du pays, soit on regarde toujours dans la direction du pays et on accompagne. Donc on a eu cette vision, cette responsabilité en disant, on va accompagner. C'est ce qui a été officiellement dit après le premier coup d'État. La plupart du temps, on dit la même chose. Ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui suscitent les coups d'État militaires. Est-ce le rôle d'un acteur politique d'appeler à un coup d'État militaire dans une nation? Je ne pense même pas que ce soit le rôle d'un acteur politique ou de quelque autre acteur. Même les militaires, ce n'est pas leur rôle normal de faire des coups d'État. Mais quand il en arrive là, ils donnent des motivations qui peuvent être légitimes. Maintenant, on rentre dans des questions d'opinion, dans des questions d'appréciation personnelle. On peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord, mais chaque fois, on donne une justification. Avant la chute de Roch Kaboré, vous avez suivi ce qui s'est passé. Il y a des acteurs politiques qui ont appelé à l'armée à faire un coup d'État militaire. On dit que c'est ceux qui sont incapables de remporter les élections très souvent qui finissent par dire que c'est un raccourci pour arriver au pouvoir. Et je ne suis même pas sûr que ces acteurs politiques arrivent au pouvoir quand il y a coup d'État, parce que le coup d'État est quand même fait par... arriver à des postes de responsabilité par des militaires. Oui. Donc, ce qui fait que c'est celui qui a fait le coup d'État qui détermine à peu près qui est-ce qu'il faut appeler pour associer à son régime. En tout cas, je ne serai pas de ceux-là qui vont, dans une situation normale, appeler à faire un coup d'État. Mais je pense que je laisse à chacun la liberté de ses positions et de ses opinions, parce que chacun fait des choses qu'il va justifier devant l'histoire, et l'histoire demande des comptes. Alors, pour ma part, j'ai dû juste constater l'avènement d'un fait, je n'étais même pas au pays, et avec le fait, je me suis dit, moi, en tant que j'aime ce pays, en tant que j'aime la population de ce pays, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne dos parce qu'il y a eu coup d'État, ou bien est-ce qu'on essaie d'aller voir comment on peut contribuer à ajuster pour que le pays soit encore tenable. Voilà qui est bien dit. Je parlais tout à l'heure des bénéficiaires du coup d'État quand on est acteur politique. Vous avez été candidat en 2020, vous n'avez rien obtenu en tant que député ou même président du Faso. La conséquence du coup d'État, c'est que vous êtes aujourd'hui député à l'ALT. On peut dire que vous êtes bénéficiaire, par exemple, de ces coups d'État militaires au Burkina. Je ne vais pas parler en termes de bénéfices. Et je parle en termes de contribution. Parce que le poste actuel de député, pour moi, ce n'est pas une récompense. Et personne n'a eu cette vision de me récompenser. Nous sommes arrivés... Mais vous avez lutté pour en arriver là tout de même, parce que vous avez mené des combats pour que l'ONA soit représentée à l'Assemblée législative de Troyes. J'ai des combats pour que tous les acteurs politiques, tant que le droit le permettait,
puisse être reconnu et impliqué dans la gestion de notre nation. Ce que le régime de Roch n'a pas pu accepter en son temps. Et je crois que dans un pays, un pays comme le nôtre, il faut éviter la gouvernance trop partisane. On doit faire une élection partisane. Quand on va aux élections, il y a plusieurs offres, plusieurs personnalités, plusieurs programmes. Le peuple doit nécessairement choisir lors des élections. Mais dès lors qu'on a choisi et que quelqu'un arrive à la tête de l'État, il est de son devoir de considérer que tout le pays est un peuple unifié et que toutes les ressources du pays sont les ressources à la disposition d'un chef d'État pour pouvoir conduire au mieux le pays. Voici ma conception de la situation. Mais on était dans des situations où... celui qui a gagné les élections pense que lui, bon, c'est par sa force qu'il a gagné et qu'à partir de là, on lui a donné un droit de faire ce qu'il veut. C'est très dommage de concevoir la gestion d'un pays de cette façon. Et c'était dommage parce que cette conception avait amené les gouvernants, au temps de Roch par exemple, à laisser en marge de la gestion de notre pays, de notre nation, des compétences qui auraient pu être très utiles. Je ne dis pas nécessairement que j'en fais partie, mais je sais, et je ne peux pas ne pas l'admettre, que j'ai aussi un certain nombre de moyens, de ressources techniques que la nation a contribué à me donner par la formation, en finançant ma formation, que je dois mettre à la disposition de la nation. Donc c'est dommage. Peut-être une autre personne serait mieux placée pour le dire, pas vous. Vous avez été directeur de cabinet de Sarah Sérémé, qui avait été nommé par le même pouvoir de Roch Kaboré. C'est une manière pour vous d'avoir servi aussi la République d'une manière... Oui, bien sûr. Et vous avez suivi mes sorties à cette occasion. Je dis, quand nous sommes appelés à servir, justement, on ne va pas tenir compte de... on a perdu les élections, celui qui est au pouvoir, ce n'est pas mon parti politique. Si on tient compte de ça, on n'y va pas. Mais on tient compte de ce que quelqu'un a besoin de vous à un endroit précis pour servir la nation. Et la nation, le service à la nation, c'est l'orientation fondamentale de nous tous. Donc moi, j'interpelle pour que, ceux qui gouvernent regardent de façon plus large les ressources qui peuvent être mobilisées pour le service de la nation. Et ceux qui sont sollicités, qu'ils ne refusent pas parce qu'ils ne sont pas partisans de tel ou de tel, mais qu'ils acceptent tant qu'ils savent et tant qu'on a besoin d'eux, qu'ils peuvent servir la nation. On se rappelle, sous Damiba, vous étiez député. Après, sous Ibrahim Traoré, vous êtes reparti au niveau de l'Assemblée législative de transition. Pourquoi n'avoir pas laissé la place à une autre personne? La logique a toujours été la même. La logique a été que dans les objectifs de la transition, il a été mentionné la refondation. La refondation dans un État, d'un point de vue technique, se fait toujours par des réformes constitutionnelles, des réformes des lois. Et dans ce domaine, je crois avoir un devoir et une responsabilité de mettre à la disposition de notre pays ce que je sais faire. Donc au niveau de l'ONA, vous êtes le seul compétent pour être utile au niveau des réformes, au niveau de l'ALT? En tant que chef de parti, oui. Parce qu'au niveau de l'ONA, ce sont les chefs de parti qui pouvaient y aller. Oui. Et je ne dis pas que je suis le seul compétent, ça, loin s'en faut. Mais dans l'ensemble même du pays, quand on parle de compétences constitutionnelles, ce n'est pas à moi de vous dire que je fais partie des premiers. Au niveau de l'ONA, revenons là-dessus. Pourquoi vous êtes répartis? L'ONA est dans le pays. Oui. Moi, j'ai parlé en termes de pertinence de compétences. Quand on dit aujourd'hui d'aller faire quelque chose, il y a peut-être 1 million de personnes qui peuvent le faire. Mais parmi ces 1 million, il y a une personne, 2 personnes qui peuvent mieux le faire. Parce qu'ils ont un background, parce qu'ils ont une formation, parce qu'ils ont une compétence, une expérience mieux adaptée à la situation. Voici le raisonnement en réalité. Ce n'est pas que personne ne peut contribuer aux réformes, tout le monde peut contribuer aux réformes. Mais il y a encore des gens, quand on parle de domaine sécurité, tout le monde peut contribuer à la sécurité. Mais il y a des personnes, militaires, policiers, FDS, en raison de leur compétences, de leur formation, de leur expérience, de leur background, peuvent mieux contribuer. Et dans la gestion d'un pays comme le nôtre, il faut chercher la performance et non pas le saupoudrage. Donc quand on doit faire quelque chose, recherchons qui est le mieux préparé en termes de connaissances et d'expérience pour le faire. Voilà la logique qui a conduit à ce que je me repropose encore, tant que c'est possible, à la nation pour contribuer à cet égard. Oui, parce que ce qui nous était revenu, c'est qu'au niveau de l'ONA, beaucoup n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, mais finalement, c'est taillé sur mesure. Vous avez combattu le CFOP pour créer l'ONA uniquement pour vos intérêts personnels. La preuve, sous Damiba, vous étiez à l'Assemblée, et après Damiba, vous êtes encore reparti avec Ibrahim Traoré à la LT. Je n'ai pas entendu ce commentaire à l'intérieur de l'ONA, sincèrement. Parce que nous nous parlons, et puis la désignation des députés au sein de l'ONA a été démocratique, parce qu'on a voté en fait.
On a fait une élection. Est-ce qu'elle était transparente? Elle était transparente puisque le vote de tout le monde était exposé à tout le monde. Ce n'était même pas votre bulletin secret. À l'ONA, vraiment, je suis fier de féliciter les partis membres de l'ONA pour la qualité de leur moralité politique. Parce qu'une des lignes de conduite à l'ONA, c'est d'avoir de la qualité politique et de la moralité politique. Quelqu'un qui ne répond même pas à ces valeurs ne peut même pas venir à l'ONA. Donc, pour l'instant, les partis qui y sont obéissent à ça. On a de la sincérité, on a de la transparence. Tout ce qui doit se faire, on pose sur la table. Et comme je l'ai dit, pour la désignation à l'ONA, c'était une élection ouverte. C'est-à-dire, chacun vote au vu et au su de tout le monde. Et c'est à l'issue des élections qu'on a dit, voici ceux qui ont eu les meilleures voix pour y aller et qui sont allés. Donc ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis, encore moins le professeur Souma, pour dire, celui-là y va, celui-là n'y va pas. On a voté. Alors, l'ONA à l'Assemblée législative, c'est une victoire d'État pour vous parce qu'on a vu tout le combat que vous avez mené contre le CFOP en son temps. Je ne peux pas cacher mon satisfecit et les félicitations à adresser au régime qui ont accepté ça parce que... Voilà, il finit par féliciter donc le coup d'État militaire. Non, j'ai dit le régime. Ce n'est pas le coup d'État qu'on peut féliciter, mais le pays est gouverné aujourd'hui par des autorités, comme avant. Voilà. Que ce soit Roch, que ce soit Damiba, que ce soit sous et Traoré, le pays est gouverné par des autorités. L'objectivité, c'est de l'admettre d'abord. Parce que si on est citoyen, on est républicain, on doit admettre qu'il y a quelqu'un qui gère le pays. Et cette personne... On s'imagine aisément que si ces autorités-là n'avaient pas accepté l'ONA au sein de la LT, votre discours allait être tout autre. Mais c'est clair, puisque c'est un combat, puisque c'est un objectif, je vise un objectif. Celui qui refuse cet objectif, je ne peux pas l'apprécier, ça va de soi. Celui qui accepte cet objectif et qui me permet d'atteindre cet objectif, c'est aussi humain et objectif que je puisse apprécier la personne. Donc, pour moi, je pense que le régime de Roch avait tort de laisser en marge une grande partie de la classe politique, parce que quand même j'avais expliqué à l'époque qu'avec les dispositions législatives, on pouvait aller au CFOP, mais le CFOP pouvait refuser. On pouvait aller à l'APMP et l'APMP pouvait refuser. Et ces dispositions-là fait qu'il y avait plus de 100 partis politiques qui étaient en dehors. Donc l'ONA ne refuse personne. Au niveau de l'ONA, vous ne refusez personne. On l'a déjà dit en conférence de presse. Oui. Donc vous voyez, ce qui fait que j'ai dit que dans la gestion d'un pays, il faut prendre en compte les gens. C'était la majorité, si on veut, des partis politiques, plus de 110 sur 170 qui étaient en dehors. Et j'ai dit aux autorités à l'époque, trouvons un cadre, soit en réformant la pratique, soit en réformant la loi, pour que cette catégorie qui est en marge puisse contribuer. Bon, ça n'a pas été accepté à l'époque, et c'est accepté aujourd'hui. Il faut quand même reconnaître aux gens le mérite de l'avoir accepté. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ONA est le point par excellence de ralliement de tous les frustrés de l'APMP et du CFOP? Non, ce n'est pas une question de point de ralliement. Moi, je n'ai jamais été APMP, je n'ai jamais été CFOP. Beaucoup sont en train de quitter l'APMP et le CFOP pour vous rejoindre. Il faut reconnaître et féliciter quelqu'un qui, quand il se trouve dans un cadre et se rend compte que ce cadre ne lui convient pas pour les objectifs de contribution à l'édifice national, qu'il peut trouver un autre cadre. Et nous sommes ravis qu'à l'ONA, des gens arrivent. Et j'appelle les gens à arriver parce que ce que nous tenons comme barre de gouvernail, là-bas, je l'ai déjà signalé, c'est la qualité et la moralité politique. Nous nous considérons comme une nouvelle génération de leaders politiques qui doivent être déterminants pour la reconfiguration de la classe politique et de la gouvernance politique dans notre pays. Donc on s'impose des devoirs et des efforts de qualité et de moralité politique. Et je pense que le pays peut compter sur les partis membres de l'ONA pour la nouvelle refondation politique à faire. La refondation politique à faire, on sait que depuis le 30 septembre 2022, les activités des partis politiques sont presque suspendues au Burkina. Comment vous, acteurs politiques, vous appréciez cela aujourd'hui? Moi, je pense que c'est dommage. C'est dommage de l'avoir fait parce que la classe politique a décidé, pour ce que j'en sais en tout cas, d'accompagner. Les gens ont apprécié diversement le coup d'État, mais je crois qu'à l'unanimité, la classe politique a décidé d'accompagner. Et je crois que c'est dans le sens de pouvoir contribuer à régler les problèmes qu'il faut régler et organiser le retour à l'ordre constitutionnel normal. Donc à partir du moment où il n'y a pas une hostilité, il n'y a pas une animosité, il n'y a pas une opposition à la transition en cours,
que ce soit au temps de Damiba ou maintenant au temps de Traoré, c'est à tort. Donc c'est inutile pour vous de... C'est à tort d'avoir suspendu les activités des partis politiques. On aurait pu et je pense que d'un point de vue juridique, bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus que la Constitution reconnaît la liberté d'action et de création des partis politiques et que la Constitution est la norme la plus élevée de notre pays. Donc, en dehors de la Constitution, il n'y a pas un autre acte juridique qui peut enlever au pays ce que la Constitution a consacré dans le pays. Je pense que ça, c'est un minimum dans le principe qu'il faut qu'on admette. Donc, il y a erreur sur le plan du droit, il y a erreur sur le plan de la politique. À partir du moment où les gens veulent accompagner, et accompagner, ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'occasion de délibérer à l'intérieur de nos appareils politiques pour pouvoir prendre la meilleure position pour accompagner. L'autorité aurait dû admettre cela. Et si on laissait les partis politiques, est-ce qu'ils n'allaient pas perturber la marche de la transition au Burkina Faso? Mais si un parti politique utilise son fonctionnement pour perturber la marche de la transition, évidemment, la transition va avoir l'attitude de sanctions adaptées. C'est pourquoi, en fait, je ne suis pas pour une prise de position généralisée sur les acteurs, qu'il s'agisse des acteurs politiques, des acteurs militaires ou des acteurs de la société civile. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que tous les militaires sont mauvais, que tous les OSC sont mauvaises ou tous les partis politiques sont mauvais. Il y a dans les partis politiques, dans les militaires et dans les OSC de la bonne graine comme de la mauvaise graine. Ce qui fait que à un moment donné, quand on a la responsabilité d'un pays, il faut savoir faire le tri. Aujourd'hui, je ne peux pas reprocher au président Traoré les erreurs des régimes militaires passés. Il n'y est pour rien. On ne peut pas dire comme les militaires ont fait ceci et dans les temps passés, donc lui étant en tant que militaire, on va le lui reprocher, il est mauvais. Non. De la même manière, moi je n'accepte pas qu'on me reproche des erreurs d'acteurs politiques passés auxquels je n'étais pas associé, que je n'ai pas validé, et parfois même quand ça se passait, je n'étais pas en politique ou même parfois pas encore né. Ce n'est pas logique et ce n'est pas juste à l'égard de celui à qui on fait ça. C'est pourquoi je pense que, aussi bien pour l'appréciation des militaires que pour l'appréciation des civils, politiques ou OSC, il faut avoir une approche personnalisée. Si on pense que quelqu'un a été mauvais dans la gestion du pays, ben on sort ses faits, on le montre aux gens, on lui applique la sanction nécessaire. Et si on pense que quelqu'un a été bon, parce qu'il n'a rien fait de mauvais, il a même fait de bonnes contributions, et je pense que c'est mon cas, ben on l'appelle à contribuer davantage. Mais en jetant l'anathème sur un bloc général, ben on perd beaucoup de choses. Est-ce dangereux d'empêcher les acteurs politiques de continuer à faire leurs activités au Burkina, malgré la transition militaire? Je trouve que, je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais... C'est peut-être risqué, non? Ils sont en hibernation aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils préparent. Je pense simplement que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas opportun. Parce que les acteurs politiques aujourd'hui, en tout cas moi j'en fais partie, sont disposés à accompagner, et j'ai entendu beaucoup de gens le dire, et veulent accompagner. Maintenant, si dans l'accompagnement, il y a des erreurs de positionnement, la transition peut prendre des positions ou des dispositions contre ceux qui se positionnent mal au travers des objectifs du pays. Parce que moi-même, je n'admettrai pas un acteur politique qui prendrait des positions contre les intérêts de la population ou contre les intérêts de notre pays. Mais j'apprécierais et je m'approcherai d'un acteur politique qui prend des positions pour le pays. Et il y en a. Et moi, je dis que j'en fais partie parce que être député, c'est quand même être dans un régime. C'est être associé à la gestion de quelque chose à laquelle on croit. Et on croit pouvoir contribuer. Donc, en même temps, on ne peut pas être contre cette chose. On peut avoir des opinions pour corriger, pour conseiller, pour rectifier. Et c'est cet espace-là dont, personnellement, j'ai besoin. J'ai besoin de l'espace pour contribuer, pour... et orienté pour guider dans mon champ de compétences. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que finalement tous les problèmes de ce pays, ce sont les acteurs politiques qui en sont responsables? Non, je pense que c'est à tort aussi. C'est à tort. Oui. Et d'abord, de le dire de façon générale, moi je ne pense pas avoir causé un tort à ce pays. Jusqu'à preuve du contraire.
je ne pense pas, en tant qu'acteur politique, je suis certes technicien, je suis juriste, je suis constitutionnaliste, les gens me connaissent pour ça, mais j'ai décidé de créer un parti politique et d'aller à la conquête du pouvoir politique d'État. Et j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Oui, avec donc une expérience douloureuse. Hein, on se rappelle de ces 1% là en 2020. Mais 1% pour la première fois que quelqu'un parle. Regardez l'histoire du pays. Qui est allé à une élection pour la première fois et qui a eu 1%? Il n'y en a pas beaucoup. Donc vous êtes fier de vos 1%. Je suis fier d'avoir... Non, je suis fier d'avoir participé à l'élection présidentielle parce que devenir président pour moi, oui, ça peut arriver spontanément, mais c'est un processus. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, je veux toujours être président de la République et je pense que je suis dans le processus et peut-être que ça marchera. Moi, je pense que ça marchera et je crois que ça marchera et je souhaite que ça marche. Mais c'est un processus, je ne suis pas pressé. Et un processus, ça commence toujours un jour avec des petites expériences qu'il faut rectifier. Je suis dans ce processus. Donc la débâcle de 2020 n'a pas limité vos intentions. Ce n'est même pas un débâcle. Moi, je ne le qualifie pas comme ça. J'ai une vision positive de ma participation à l'élection présidentielle parce que j'ai donné d'abord un visage au nouveau leadership politique. J'ai donné un visage aux nouvelles méthodes politiques. J'ai fait une campagne saine, une politique saine, des idées correctes qui sont publiées. Vous avez salué le vide aussi pendant cette campagne. Non, je n'ai jamais salué le vide. J'ai respecté les gens. Moi, je n'ai pas fait de réunion de foule comme on fait d'habitude. Moi, je pars chez les gens, je les salue chez eux. Évidemment, quand je suis en contact avec 10 personnes, si on me filme là-bas, je suis en contact avec 10 personnes. Mais c'est la méthode de campagne que j'ai choisie. Je n'ai pas choisi comme c'est à quoi on vous a habitué de réunir la foule dans le stade ou sur un terrain et de venir parler à la foule et de disparaître. Je n'ai pas choisi ça. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a une autre façon de faire la politique et on doit adopter cette autre façon de faire la politique parce que l'ancienne façon ou l'actuelle façon de faire la politique ne nous a servi à rien. En tout cas, pas à grand-chose. Nous, on veut reformer, on veut changer et je prends le leadership de ce changement politique au Burkina Faso. Voilà qui est bien dit. On continue toujours avec vous, Ablaye Souma. Toujours sur le plan politique, on a parlé de neutralité politique au Burkina. Est-ce que c'est possible? Est-ce réaliste? Je ne sais pas dans quel cadre on parle de neutralité politique. La loi qui a été votée... sur la loi sur le renforcement de la neutralité. Oui. En réalité, il y a dans cette loi deux problèmes. Mais disons, moi, je suis républicain, la loi est déjà votée. Vous étiez à l'Assemblée législative de transition. Je n'étais pas absent, je n'ai pas voté... J'étais absent et je n'ai pas voté la loi. Voilà. Donc ma voix, puisque j'étais en mission à l'extérieur, donc je n'étais pas là. Mais j'ai eu quand même à donner mon point de vue sur la loi et j'ai dit devant les acteurs que ce que la loi vise à faire, je comprends l'objectif et je l'accepte. C'est-à-dire l'objectif de faire en sorte que l'administration soit objective, que l'administration ne réagisse pas devant les gens en fonction de leur coloration politique, ethnique, religieuse. Ça, je suis d'accord. Mais c'était déjà consacré, non? Oui, c'est pourquoi je dis que si le but de cette loi est de parvenir à cette objectivité dans le recrutement et dans le fonctionnement de l'administration, on n'a pas un problème de texte, on a un problème d'application des textes. Parce que de la Constitution jusqu'à la dernière loi qui s'applique à l'administration, je peux vous sortir des dispositions qui garantissent que l'administration doit être objective. Vous avez dit que la loi avait deux problèmes. Maintenant, oui. Donc, le premier, c'est celui-là. Si l'objectif, c'était ça, il n'y avait pas besoin de cette loi, il y avait besoin d'une rigueur dans l'application des lois qui existent. Maintenant, le deuxième point, le deuxième problème, c'est si la loi veut amener la neutralité, comme son nom l'indique, je pense qu'on s'est trompé de mots. Les gens se sont trompés de mots. La neutralité de l'administration, c'est une erreur. C'est-à-dire que notre Constitution... Oui. Notre Constitution ne consacre pas la neutralité de l'administration. Parce que notre Constitution et le système qu'on a mis en place, c'est que on a des partis politiques, ça c'est consacré dans la Constitution, et même protéger le multipartisme. Voilà, article 12, 13 et article 165 de la Constitution, le multipartisme est consacré. On admet l'élection pour être chef de l'État, c'est article 36, 37 et 38. Et donc, ça veut dire que les gens doivent créer des partis politiques, avoir des partisans, présenter des programmes et aller négocier avec le peuple pour recevoir le pouvoir politique d'État et appliquer leur programme. C'est ça le mécanisme, le système mis en place par notre Constitution. Alors, donc, quand quelqu'un gagne l'élection, on peut encore critiquer les votes, mais quand quelqu'un gagne l'élection, dans la normalité de notre Constitution, c'est lui qui a gagné la confiance du peuple pour
orienter le pays, pour diriger le pays, pour appliquer son programme. Et pour alors sélectionner, orienter la logistique nationale, les ressources nationales, la politique nationale. Donc en ce moment, la Constitution même admet que cette personne puisse sélectionner les personnes qu'elle pense pouvoir l'aider à appliquer le programme pour lequel le peuple a voté. Soyons pragmatiques. Voilà. Si en 2024, il y a une élection, Abdoulaye Souma devient président du Faso, ce sont les militants du Soleil d'avenir qu'il va nommer à des postes stratégiques. Moi, j'ai déjà expliqué. Moi, je pense que l'élection, c'est pour choisir. Dès que moi, je suis élu président, le parti, évidemment, va être représenté, mais j'irai chercher les ressources dans n'importe quel endroit du pays qui peuvent aider le pays à avancer. Vous n'allez pas prioriser ceux qui vous ont aidé à remporter les élections, notamment les ténors de votre parti politique? Je ne parle pas de priorité, je parle d'exclusion. C'est-à-dire que je ne vais pas gouverner exclusivement avec les partisans. Mais les postes les plus importants, est-ce que vous allez les confier à diverses personnes qui ne vous ont pas soutenu pendant une campagne électorale? Disons honnêtement que la nomination à un poste, par exemple, à un poste stratégique, à l'ANR, au directeur de cabinet, secrétaire général du ministère, les ministères, ou les sociétés d'État les plus importantes. Il y a un rapport de confiance qui doit s'établir entre l'autorité de nomination et l'autorité qui est nommée. Donc la confiance peut être fondée sur la technicité de la personne, mais aussi sur la proximité idéologique, politique avec la personne. Donc l'autorité politique, ça va poser problème. Donc, la Constitution l'admet. La Constitution dit que le chef de l'État nomme. C'est clairement dit. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, cette loi aura toutes les peines du monde à être appliquée. J'ai déjà signalé à l'Assemblée que plusieurs dispositions de la loi sont contraires à la Constitution. Si on veut faire quelque chose, j'ai déjà signalé ça. Parce que si la loi intègre dans le champ de ce qu'il ne faut pas nommer, enfin, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas ce qu'on veut avec ces dispositions. C'est-à-dire que la Constitution prévoit que le chef de l'État nomme à certaines fonctions. Et le Conseil des ministres nomme à certaines fonctions. Et aujourd'hui, qui est-ce qu'on nomme en Conseil des ministres? Il y a les secrétaires généraux, les directeurs généraux, etc., les conseils, etc. Donc, à partir du moment où ces postes sont pourvus en Conseil des ministres, le Conseil des ministres, c'est quand même l'organe politique qui entoure le chef de l'État pour appliquer sa vision politique pour la gestion du pays. En ce moment, on ne peut pas dire que ces postes sont hors de la politique. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et donc, quand la loi dit maintenant que les postes qui doivent être hors de la politique, et la loi va citer ces postes que la Constitution confie à un organe politique, c'est-à-dire Conseil des ministres et chef d'État, ça pose un problème. C'est objectif. Ce n'est pas une question d'opinion du professeur Souma, c'est une question d'abord de constitutionnalité. Et je ne vais même pas polémiquer sur cette loi. Moi, je me suis déjà exprimé. C'est la loi a manqué d'une profondeur de débat. Profondeur de débat. En fait, c'est type de loi. Prendre le temps de l'analyser. C'est une loi de refondation. Oui. Et la refondation, c'est une réorientation du pays, d'un aspect du pays. Vous voyez? Et dans cet aspect, on parle de l'emprise du politique sur l'administration. C'est une réorientation. Et quand on veut faire une réorientation, il faut prendre le temps de discuter. Je pense que la loi aurait dû être distribuée au cercle religieux, ethniques, politiques, et société civile, autorités coutumières religieuses, pour que les gens débattent, discutent, pour voir dans quel sens on veut orienter notre administration, on veut refonder notre administration. Donc la démarche a péché. Hein? Je le dis clairement, je l'assume. Oui. On n'a pas pris le temps de débattre, de discuter cette loi dans le peuple. Je ne parle pas de l'Assemblée. L'Assemblée, nous sommes 71. Nous représentons peut-être le peuple, mais nous ne pouvons pas... Vous ne représentez pas le peuple, vous avez été désigné. Mais le rôle d'une assemblée, c'est ça. Et cette assemblée est une assemblée. Vous avez été désigné, vous êtes les désignés par les députés, logiquement. Je ne vais pas affaiblir le statut de député pendant la transition. Et parce que je parle sur le... Que dit la loi? Que dit la Constitution? La Constitution dit l'Assemblée nationale représente la nation. La charte de la transition dit les députés désignés de telle manière assument les fonctions des députés d'assemblée. Donc je suis sur les principes. Je ne suis pas sur les questions d'humeur, de méchanceté, de jalousie ou de critique. Non, moi je suis sur les principes. Et vous me permettez de préciser cela. Vous voyez ça sous l'angle de la méchanceté, de la jalousie? Non, en fait, est-ce que ce n'est pas du pragmatisme? Quand quelqu'un sait que le député, c'est celui qui a été voté. Quand quelqu'un dit que les députés de l'Assemblée, de l'ALT, ce ne sont pas de vrais députés, etc.,
Ok, c'est son opinion. Moi, ça vous fait mal de l'apprendre. Ce n'est pas une question de frustration. Oui. Moi, je respecte les opinions des gens. Mais maintenant, si on doit revenir aux fondamentaux, il y a des dispositions qui nous encadrent. Il y a d'abord une façon normale de désigner les députés qui est indiquée dans la Constitution, c'est l'élection législative. Le pays est entré dans des troubles, dans des crises. Et on a constitué une assemblée dans laquelle les gens ont été désignés par des caucus, par des blocs indiqués dans la charte de la transition. Et la charte de la transition dit que ceux qui sont désignés de cette façon vont porter le titre de député et vont jouer le même rôle qu'une assemblée telle que celle qui est dans la Constitution. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de disposition que chacun peut aller lire. À partir de ce moment, moi, je vous ai dit dans ma vie publique, je m'oblige à être honnête et à dire chaque fois la vérité, quoi qu'elle en coûte. Donc, c'est pourquoi ma constance, c'est la franchise, c'est la sincérité, c'est l'intégrité. Donc, je ne peux pas, en fonction des circonstances, varier de tonalité intellectuelle. Je suis dans une constance intellectuelle. Je dois, en tout temps, dire la vérité et démontrer la vérité. On va revenir sur la neutralité. Je veux qu'on reste sur l'Assemblée législative de transition. En une seconde, dites-nous, combien vous êtes payé aujourd'hui? Parce que ça fait débat au niveau de l'opinion. Il n'y a pas de débat. Ce qui est écrit, c'est qu'il n'y a pas de salaire. Et je peux confirmer en tant que député qu'il n'y a pas de salaire. D'accord? Maintenant, c'est aussi dit dans la charte de la transition qu'il n'y a pas de salaire, mais les députés peuvent toucher les indemnités de session. Il faut bien expliquer que avant, dans une assemblée normale, il y a le salaire d'une part et les indemnités de session d'autre part. Voici ce qu'un député touche normalement. Dans l'assemblée actuelle, l'ALT, on a dit qu'il n'y aura pas de salaire. On a gardé les indemnités. Et je confirme que les députés touchent les indemnités de session. Et vous êtes en session permanente. Ça, vous ne le dites pas. Non, mais c'est pas qu'on ne le dit pas. C'est dit dans la charte de la transition. On n'a pas besoin de le dire. Mais du coup, vous êtes payé à combien? 30 000 francs la session? Non, c'est pas 30 000. C'est combien la session? C'est 22 500. Puisqu'on avait diminué depuis la première assemblée et l'actuelle assemblée a continué à appliquer le même taux qui était diminué. Et par mois, que vous ayez session ou pas, on vous donne cet argent. Non, mais pas qu'on ait session, pas vous-même vous venez de dire qu'on est en session permanente. C'est ce qui est dit. Oui, c'est ce qui est dit. Mais est-ce que vous êtes permanemment en session? Oui, mais la session est permanente. Il ne faut pas voir dans la session et dans le travail parlementaire, quand les députés sont réunis dans l'hémicycle en train de voter, il y a un travail en back-office, c'est-à-dire en arrière-plan. Les députés font des missions d'information. Par exemple, aujourd'hui, ma commission parlementaire est en mission d'information. Voilà, j'ai profité de la pause pour venir vous répondre et je repars en mission d'information. Vous voyez, ce n'est pas une session, ce n'est pas publié. Le député fait beaucoup de choses de contrôle du gouvernement qui n'est pas publié. Quand une loi arrive, il y a des réunions des groupes parlementaires, des commissions parlementaires qui ne sont pas publiées. En fait, ça, c'est permanent. Voilà. Alors que pour une assemblée normale qui n'est pas en session permanente, tout ce travail se fait pendant la session. Il y en a qui avaient pensé que vous allez faire dans la gratuité, accompagner l'État, comme c'est une période difficile. Pour le principe, en fait, revenons à ça. On a dit que le mandat est gratuit. C'est-à-dire que si le mandat n'était pas gratuit, les députés allaient recevoir un salaire. Aujourd'hui, le mandat est gratuit, les députés ne reçoivent pas de salaire. Si je recevais un salaire dans mon intégrité, j'allais vous le dire, j'y suis. Les députés ne reçoivent pas de salaire. Mais vous gagnez combien par mois aujourd'hui? En toute sincérité, comme vous dites que vous êtes là pour dire toute la vérité, allez-y, on vous écoute. Non, chacun peut calculer, c'est 22 500 par jour multiplié par 30 ou 29, 20, en fonction des jours du mois, chacun calcule, c'est autour de 500 et quelques. Voilà. Et c'est ça, moi je confirme en fait, les éléments de calcul sont objectifs, il n'y a rien à cacher. Voilà. On n'a pas dit que le député part là et puis il a 0 francs. On a dit clairement, il ne va pas avoir de salaire, il va avoir les indemnités de session seulement. À la différence d'un député normal qui a le salaire et les indemnités de session. Et je pense que c'est un sacrifice et on y est. Donc il faut respecter ça. Voilà. Voilà qui est bien dit. Revenons donc sur la loi sur la neutralité politique, parce que vous avez ouvert le débat sur les députés. Revenons sur la neutralité politique. À vous écouter attentivement, la loi a été votée, mais quand il y aura des élections, cette loi aura du mal à être appliquée. Non, moi je ne souhaite même pas qu'on attende qu'il y ait des élections. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement en place, il y a un chef de l'État en place. Le ministre, il a le droit de nommer, de changer, de rechanger son équipe, son secrétaire général ou ses directeurs, les directeurs généraux qui dépendent de lui. Si un ministre veut le faire aujourd'hui, cette loi ne va pas pouvoir l'en empêcher parce que la Constitution lui en donne le pouvoir.
Et si on veut l'en empêcher, il va dire, attends, la Constitution m'a dit que je peux faire ça. La loi me dit que je ne peux pas faire. Dans notre pays, la Constitution est supérieure à la loi. La Constitution écrase la loi. Donc aujourd'hui, il y a véritablement une inconstitutionnalité de cette loi dans la dimension où la loi a cité des postes que la Constitution confère la nomination à la discrétion du président ou des ministres. Okay. Il y a un problème technique que j'ai révélé devant la commission et dont on n'a pas tenu compte, mais je suis obligé... Est-ce que ça dit clairement qu'il ne faut pas que le président Ibrahim Traoré promulgue finalement cette loi? Si la loi est votée, moi je ne crois pas que la loi peut être votée, une telle loi peut être votée sans concertation avec le président. Ce serait inimaginable. Mais je pense qu'il est au dernière minute, ce que vous dites aujourd'hui peut être pris en compte si par exemple... Si j'avais un avis si vous avez personnel, technique à lui donner, je lui dirais de renvoyer la loi. Renvoyer la loi. De renvoyer la loi, puisque ça fait partie des pouvoirs du président, de renvoyer la loi en seconde lecture. C'est-à-dire on va aller rattraper des choses qui sont trop violentes du point de vue de l'inconstitutionnalité de la loi. La loi est vraiment, et je le dis en toute responsabilité, parce que je suis technicien de la Constitution, je le dis en toute responsabilité et en toute honnêteté, plusieurs dispositions de cette loi sont contraires à la Constitution et qui sont passées. Je l'ai signalé, ce n'est pas sur des plateaux de télé que j'aime faire ce type de choses. J'aime régler les problèmes en bas. J'ai essayé. Bon, la loi est passée, et, je n'étais pas là. Je pense que même si j'étais là, la majorité aurait été constituée pour l'adoption de la loi, comme la majorité a été constituée pour l'adoption de la loi. Mais je rappelle que c'est une loi adoptée, je suis républicain, si on l'applique, mais elle va avoir des problèmes d'application en raison des dispositions contraires à la Constitution. Comme l'exemple que je vous ai donné. La Constitution écrase la loi, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure en tant que constitutionnaliste. On va plus loin. Donc vous dites, la recommandation que vous formulez à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, c'est clairement de passer à une deuxième lecture et saisir peut-être éventuellement le Conseil constitutionnel? Pas encore, parce que s'il envoie la deuxième lecture, il envoie ça à l'Assemblée. Et maintenant, il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'écoute. Parce qu'on ne sait pas écouter. Non, parce qu'on a parlé. Vous voyez, quand aujourd'hui, il y a un problème dans notre pays. C'est-à-dire que la qualité, la technicité, le mérite n'est plus pris en compte. Il faut qu'on revienne à ça. Dans chaque domaine, il y a des compétences. Aujourd'hui, je ne peux pas me mettre à discuter de questions militaires avec, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré, parce que dans le domaine militaire, il est mieux que moi. Si je tape ma poitrine pour dire il faut faire comme ça, etc., non, ce n'est pas honnête. Et ce n'est pas normal. Il a plus de compétences que moi en matière militaire. Mais dans tel ou tel domaine, dans le domaine des infrastructures, de l'architecture, de l'environnement, de la géographie, des langues, du droit, il y a des références. Vous n'avez pas été suffisamment conscient. On a l'impression que Ablaye Souma semble être frustré par la tournure des événements. Moi, je ne cache rien. Je suis un homme clair et limpide. Oui. J'ai dit, j'ai parlé. J'ai donné, je suis allé. J'ai donné mon avis en commission, mais la majorité a été autre. C'est-à-dire que l'avis même technique n'a pas été pris en compte. Est-ce que vous pensez que c'est un passage en force au niveau de cette loi sur la neutralité politique? Non, parce que les députés ont voté à l'unanimité pour ceux qui étaient là. Oui. Donc, on n'a pas forcé, puisque les dispositions pour forcer, c'est le vote bloqué, comme en France, etc. Le gouvernement n'a pas fait ça. Mais je pense qu'on est dans un contexte où les gens veulent tellement accompagner qu'on ferme des yeux sur des choses. Je pense que c'est ça la logique. Les gens ne font pas ça méchamment. Ni ils ne font pas ça pour de la complaisance. On veut tellement accompagner qu'on ferme les yeux sur des choses qui peuvent se révéler graves. Et ici, une inconstitutionnalité est grave. La contrariété entre une loi et une constitution en vigueur est grave. Donc quand il y a ce type de choses, il faut qu'on s'accorde pour ajuster. Je suis du tempérament de consultation, de concertation pour faire des choses. Il faut qu'on travaille ensemble. Parce que le pays, là où il est actuellement, il a besoin de tout le monde. Donc, chacun dans sa compétence. Quand quelqu'un est en train de parler dans le domaine de sa compétence, on écoute. Et si on voit qu'il est totalement déraisonnable, ben on le laisse tomber. Mais il faut écouter. En démocratie, on a vu, prenons l'exemple des États-Unis. Quand un président arrive, on dit administration Intel. Clairement, là-bas, ça ne pose aucun débat. Car chacun vient avec son administration. Est-ce qu'au Burkina, on peut se dire qu'en 2024, après les élections, celui qui va venir, il viendra avec son administration? Cette loi ne va pas servir à quelque chose. Mais c'est ce que je dis. Tant que la Constitution reste ainsi, on ne pourra pas nier
au président qui sera élu le droit de nommer des autorités qui se nomment en conseil des ministres. Ce n'est pas possible. Si on ne veut pas ça, on change la constitution et on dit que pour être secrétaire général à la présidence, il faut faire un concours. Parce que si ce n'est pas un concours, personne ne peut me dire qu'il m'a dépassé pour être secrétaire général à la présidence ou ministre ou directeur général de quelque chose. Donc vous voyez, pour l'instant, dans notre pays, on ne devient pas secrétaire général de ministère sur concours. On ne devient pas, on avait dit qu'on ferait les directeurs généraux sur concours, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Voilà. Oui. Les directeurs de cabinet, on n'en devient pas par concours. Donc c'est par nomination. Et qui dit nomination dit confiance. Qui dit confiance dit prise en compte d'un certain nombre d'éléments, y compris la technicité, y compris la proximité idéale entre les idées, etc. Donc c'est dans ce domaine que ça mène un peu la politique. Et c'est en fait, la Constitution autorise ça. Si on ne veut plus autoriser ça, on change de Constitution. On change de Constitution, on en reviendra tout à l'heure. Alors, la Constitution du Burkina, que vaut-elle aujourd'hui? 2 présidents militaires ont été donc investis. Damiba, c'était donc, il a été investi. Ibrahim Traoré aussi est passé devant les membres du Conseil constitutionnel. Vous êtes constitutionnaliste. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos étudiants en voyant ce genre de cérémonie? Moi, quand je suis à l'université, j'enseigne le droit pur, pas mes opinions. Si j'ai des opinions techniques, je peux les partager. Oui, la Constitution dit des choses là-dessus. On peut, si vous voulez, je peux vous citer. L'article 167 de la Constitution dit clairement que tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d'un coup d'État ou d'un putsch, est illégal. Est-ce que les juges constitutionnels auraient dû valider ces coups d'État militaires? Je ne crois même pas que quelqu'un conteste la teneur des dispositions de la Constitution. La Constitution a dit qu'elle institue une démocratie et que dans cette démocratie, on va faire des élections et que c'est celui qui gagne les élections qui devient président du FASO, chef de l'État. Et il a un certain nombre de prérogatives. Il a dit que normalement, et la Constitution dit que normalement, on ne prend pas le pouvoir par coup d'État. C'est ça. Bon, il y a eu des coups d'État. Les personnes qui ont fait le coup d'État ont voulu rentrer ensuite dans la coque du droit. On a consulté le Conseil constitutionnel qui a donné son onction. Et vous connaissez déjà mon opinion. Lorsque ça a été fait pour la première fois, j'ai parlé en public. Voilà, c'était à l'occasion de la prestation de serment de Damiba. J'ai parlé en public, j'ai parlé de catastrophe constitutionnelle, ça fait le bruit que ça fait. Après, les gens m'ont donné raison. Donc, on est sur du purisme. Moi, je ne prends pas de position en fonction des humeurs ou en fonction... Non, je prends des positions d'abord de principe. Après, on a une responsabilité d'accompagnement parce que le pays, on ne peut pas, en aucun cas, personne ne doit tourner dos au pays. En aucun cas. Moi, c'est mon principe comme ça. En aucun cas. Est-ce que vous souhaitez que ce soit le dernier coup d'État? Bien sûr, je crois que c'est le cas de tout le monde. Moi, personnellement, oui. Et je crois que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde pense que les coups d'État, ça entraîne des difficultés dans le pays. Et les coups d'État viennent des difficultés. Donc, si on veut éviter les coups d'État, il faut qu'on ait d'abord une réglementation qui nous convienne et une gouvernance qui est propre. Et c'est ça le problème. Et tout ça doit se faire par ce qu'on appelle la refondation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une des chances de repositionner notre pays sur les rails meilleurs. Et il faut qu'on prenne l'occasion de le faire. Je tiens à la refondation. La refondation, pour moi, la refondation constitutionnelle. C'est indispensable pour l'avenir du Burkina Faso. Oui, je pense. Il faut vraiment qu'on change ces dispositifs constitutionnels. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que les coups d'État ont été constitutionnalisés désormais au Burkina? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que quand je lis la Constitution est toujours sur le principe qu'on est en démocratie et le coup d'État n'est pas normal. Et je ne pense pas que quelqu'un peut contester ça parce que c'est ce qui est écrit. Maintenant, il y a un contexte qui fait que le coup d'État arrive. En tout cas, ceux qui font le coup d'État, ils expliquent, ils justifient et ça crée des opinions. Voilà. Et donc, les coups d'État tirent après leur normalité de la majorité de ces opinions. En fait, c'est ça. Mais aucun coup d'État ne dit que lui tire, il dérive directement de la Constitution. En tout cas, dans les discours, moi, je n'ai pas entendu ça. Ça veut dire qu'on est d'accord en fait sur les principes, mais contextuellement, il peut arriver ce type de difficultés. Un coup d'État, je le répète, est amené par des difficultés de gouvernance. Et qui parle de difficultés de gouvernance parle d'une gouvernance qui est en train de déliter
de la Constitution et de l'intérêt supérieur de la nation. Si tous ceux qui gouvernent le pays avaient en ligne de conduite l'intérêt supérieur de notre nation et les bénéfices de la nation, on n'aurait pas de mauvaise gouvernance. Je vous pose une question autrement. Un président militaire qui prête serment devant le Conseil constitutionnel, donc qui constitutionnalise son pouvoir, est-ce qu'il peut faire la force aux citoyens? Que deviennent finalement les droits de l'homme, droits de la liberté d'expression et de presse au Burkina, entre autres? Non, les droits de l'homme sont une constante. Ouais. Et je voudrais interpeller qu'il ne faut pas qu'on pense que les droits de l'homme sont des valeurs occidentales. C'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. Non, moi je vais enseigner ça. Les droits de l'homme ne sont pas des valeurs. Et il ne faut pas qu'on donne à l'Occident le mérite des droits de l'homme. Les droits de l'homme, en quelque sorte, pour parler en français simple, c'est la protection de l'homme dans sa vie, voilà, dans son être, dans sa dignité. Et tous les hommes ont une dignité. C'est ça les droits de l'homme. Et ces droits existent dans nos sociétés traditionnelles depuis même avant le contact avec l'Occident. Nous avons le mérite des droits de l'homme. Et j'en parle en connaissance de cause, j'ai fait plusieurs réflexions, parce que je suis spécialiste des droits de l'homme, pour dire que les droits de l'homme sont africains. Les droits de l'homme sont aussi africains. L'Afrique traditionnelle, qui n'a eu aucun contact, qui n'avait eu aucun contact avec l'Occident, connaissait les droits de l'homme. Donc il ne faut pas qu'on attribue à l'Occident le mérite des droits de l'homme. L'Occident a eu sa vision des droits de l'homme, nous avions notre vision des droits de l'homme. Maintenant, dans un pays, les droits de l'homme, c'est que les lois de ce pays ont dit que c'est un droit de l'homme. Maintenant, c'est nous qui choisissons nos droits, puisqu'on est libre. C'est pourquoi je veux qu'on renouvelle la Constitution. On sera libre et on est libre de mettre dans notre Constitution ce qu'on veut voir comme droit de l'homme et ce qu'on ne veut pas voir comme droit de l'homme. Il faut qu'on prenne l'occasion de le faire. Est-ce que vous avez des inquiétudes aujourd'hui pour la liberté d'expression au Burkina Faso? Je peux avoir des inquiétudes parce que je pense que la liberté d'expression est un droit. Oui. Mais en tant que spécialiste des droits de l'homme, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire que dans les droits de l'homme, il y a des droits absolus. Il y a des droits qu'on appelle des droits intangibles, des droits indérogeables. Ces droits-là, on ne peut les toucher en aucun cas. C'est l'interdiction de la torture, c'est le droit à la vie, c'est l'esclavage, etc. Alors, les autres droits sont des droits restrictibles. C'est-à-dire, c'est des droits qu'on doit respecter normalement, mais quand les situations deviennent exceptionnelles, très compliquées pour l'État de respecter ces droits, ou quand le respect de ces droits devient contraire à l'intérêt supérieur, et je place ici consciemment le mot supérieur, il y a des mécanismes juridiques qui permettent à l'autorité de prendre des dispositions. Parce que le respect de votre droit, c'est votre intérêt personnel. Mais votre intérêt personnel est inférieur à l'intérêt de la nation. Quand l'intérêt de la nation est en menace, le droit même permet à l'autorité de faire des régulations. Ce n'est pas l'effacement des droits, mais ce sont des restrictions tout à fait encadrées. Donc c'est là qu'il faut interpeller les gens que la liberté d'expression existe toujours. Elle doit être respectée, elle fait partie des droits restrictifs, on est en situation exceptionnelle, le chef de l'État peut faire des restrictions, mais ces restrictions restent toujours encadrées par le droit. Et donc, si quelqu'un... Ça fait quand même l'objet de beaucoup de combats au Burkina Faso. Oui. Et en fait, le problème c'est qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'expliquer. Le droit a tout prévu. Et moi, j'ai parfois mal d'entendre les gens dire « Ah, on s'en fout du droit ». Le droit, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble en réalité. Et le droit n'est pas mauvais. Le droit est fait pour être bon, pour nous permettre chacun de vivre correctement et la nation de se développer. Donc, vous voyez l'exemple que je suis en train de donner. La nation, quand elle a son intérêt supérieur, vous voyez, dans la Constitution, l'article 59 parle du fonctionnement régulier des institutions, de l'atteinte à l'indépendance, à la souveraineté, à l'intégrité du territoire. Vous voyez, ça, c'est les intérêts supérieurs. Quand ces intérêts sont menacés, on peut faire un peu de restriction sur les intérêts personnels. Mais tout ça est encadré parce que si quelqu'un pense que sa liberté est atteinte d'une manière excessive, y compris tenant compte de la situation, la personne a des voies de recours et puis on peut condamner l'État éventuellement. Le droit, c'est important pour tout le monde. Vous insistez là-dessus. Non, il faut qu'on interpelle ça, il faut qu'on soit sérieux. Oui. Voilà. Il ne faut pas penser que le droit n'est pas occidental. Le droit, c'est nous. Apparemment, ça vous choque même. Non, le droit n'est pas occidental. Pour les Blancs, nous, on n'a pas besoin de ça chez nous. Le droit, il n'y a pas une société sans droit. Nous, nos sociétés traditionnelles, moi j'ai étudié le droit du royaume aussi en profondeur, le droit de nos sociétés traditionnelles.
traditionnels, je les ai étudiés en profondeur, j'ai écrit ça dans mon ouvrage. Le droit, c'est nous, c'est-à-dire que c'est nous qui fixons nos règles de fonctionnement. Et dans le royaume aussi, chez les Gouins, chez les Bobos, il y a des règles de fonctionnement qui sont indépendantes de ce que le blanc nous dit de faire. Voilà qui est bien clair. Je vais vous entendre, on est pratiquement en fin d'émission, c'est la dernière question là. Je vais vous entendre de votre avis technique en tant que constitutionnaliste, le capitaine Traoré qui a saisi le Conseil constitutionnel pour valider le décret portant ordre de mobilisation générale et de mise en garde. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là aussi, je vais prendre la casquette de pédagogie, de professeur d'université constitutionnaliste. En réalité, voilà ce qui est prévu. La Constitution encadre un fonctionnement normal des institutions. Alors, et quand on est dans des difficultés, des situations exceptionnelles, on dit que celui qui dirige le pays, qui est le chef de l'État, il peut avoir besoin de mesures exceptionnelles pour équilibrer, pour maintenir encore le pays. Et pour le faire, il doit avoir l'avis du président du Conseil constitutionnel et du président de l'Assemblée. On a dit président, c'est ça qui est dit à l'article 59 de la Constitution. Chacun peut le lire. Donc, le chef de l'État, lui, il a bien fait. Il a écrit une lettre adressée au président du Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai pas compris pourquoi c'est le Conseil constitutionnel qui répond en bloc. C'est le président du Conseil constitutionnel qui devait répondre au chef de l'État pour lui donner son avis. C'est pas une lettre. Mais puisqu'il n'y avait pas de président. Non, mais il y a quelqu'un qui fait office de président. Parce que dans la réglementation, le président n'est pas là, le doyen des juges, etc. Il y a quelqu'un qui fait office de président. Donc, en aucun cas, on ne devait avoir une décision de l'ensemble du Conseil. On devait avoir un avis du président. Parce que le président de la LT doit avoir répondu au président au chef de l'État. Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Et les choses devaient se passer. Le président du Conseil constitutionnel aurait dû répondre par une lettre signée par lui seul. Et puis maintenant, le chef de l'État prend le décret. Puisqu'il a l'autorisation de prendre des mesures, il prend le décret. Maintenant, si dans le décret et dans l'application du décret, il y a des mesures qui ne nous conviennent pas, qui ne conviennent pas à quelqu'un, cette personne attaque ces mesures en justice. Et ça peut être devant le Conseil constitutionnel. Et en ce moment, c'est le Conseil constitutionnel en entier qui statue. Voilà comment la Constitution a aménagé. Je ne comprends pas pourquoi le Conseil constitutionnel, lui, a désaxé les choses. Donc on est dans les normes. On est dans les normes et on attend le décret et on attend l'application du décret. Parce qu'avec l'avis du président du Conseil constitutionnel qui est favorable et du président aussi de l'Assemblée, le président a réuni les conditions pour prendre des mesures exceptionnelles. Il prend ces mesures, c'est toujours dans le cadre de la Constitution, c'est toujours dans le cadre du droit. Maintenant, ces mesures sont encadrées, c'est des mesures plus fortes que d'ordinaire, mais ce ne sont jamais des mesures déraisonnables, illogiques, violentes, ce n'est pas comme ça. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, professeur Ablaye Soma, président du parti Soleil d'Avenir, qui est toujours ambitieux, qui veut être président du Faso. 2024, vous espérez que ce sera l'année de votre année, comme on dit? Je ne dis pas 2024. Moi, je ne suis pas pressé. Quand il y aura élection présidentielle, probablement, je me présenterai en fonction des contextes et je gagnerai ou j'attendrai. Merci beaucoup, professeur Soma, député à l'Assemblée législative de transition. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à la prochaine pour un autre numéro du Grand Débat de l'Assemblée. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programmes à tous et à toutes. Et on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.